Vous écoutez l'épisode 71 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les managers et dirigeantes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie aux éditions W Books. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, partagez-le avec les gens que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rediffuser un épisode que j'ai enregistré en live, l'interview de la talentueuse designer de mode Coralie Marabel. Coralie et moi, nous nous sommes rencontrés il y a plus de 10 ans. Nous étions toutes les deux stagiaires au sein de la maison Hermès. Nous sommes devenues amies et bien des années plus tard, quelques jobs et boîtes après, quelques enfants après, nous nous sommes retrouvés en décembre dans sa boutique pour une discussion autour de son parcours de créatrice de mode, de chef d'entreprise de la marque éponyme Coralie Marabel et de maman. J'accompagne Coralie en coaching et nous avons aussi évoqué ce sujet, ce que le coaching lui apporte et pourquoi elle aime ça. Je suis ravie de partager cette conversation avec vous. Coralie est brillante et téméraire. Elle ne fait pas de concessions avec ses rêves et elle a su créer un univers bien à elle, super inspirant. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas sa marque, courez la découvrir. Coralie habille les femmes qui ont envie de se sentir belles et bien dans leur vie de tous les jours et bien dans leur basket. Ses vêtements sont beaux et créatifs et personnellement, j'adore les porter. Sa boutique est dans le 11e à Paris, rue de la Folie-Méricourt et vous pouvez aussi faire du shopping en ligne. Alors vous trouverez dans les notes de cet épisode le lien à son site et ne manquez pas ça. Et pour finir, cet épisode est un peu particulier parce que vous verrez que l'interview dure environ 25 minutes. Et après, nous répondons toutes les deux aux questions qui ont été posées lors de l'enregistrement live. Donc c'est super intéressant puisque c'est totalement spontané. Donc n'hésitez pas à poursuivre l'écoute. Donc Coralie, merci de faire cet exercice avec moi et de répondre à mes questions. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés, on était stagiaires et on sortait d'école. On était au sein de la maison Hermès. Depuis le temps, beaucoup de choses se sont passées. Et j'aimerais que tu nous racontes un peu ton parcours et comment tu en es arrivée là à créer cette marque éponyme, Coralie Marabel. On est ce soir dans ta très jolie boutique. Voilà. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce parcours ? Avec plaisir. Alors pour commencer, en fait, moi j'ai étudié au Studio Berceau, donc une école de stylisme à Paris, et j'ai fait mes armes dans plusieurs grandes maisons, chez Hermès aux côtés de Jean-Paul Gaultier, ensuite chez Martin Margiela à la ligne artisanale qui est la ligne haute couture, et ensuite chez Alexander McQueen à Londres, où j'ai appris énormément de choses. Et en 2014, en fait, j'ai participé au Festival de Hyères, qui est un gros concours de mode, où j'ai remporté le prix du public. Et pour moi, ça a été un véritable tremplin, parce que du jour au lendemain, je me suis fait remarquer et on m'a proposé plein de projets en freelance, des collaborations avec Jo Malone London, avec La Redoute, avant même que j'ai créé ma marque. Donc j'ai commencé comme ça. Donc j'ai fait 1 an et demi de collab et de freelance. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre le Designer Apartment, qui est un showroom organisé par la Fédération de la couture. Et ça a été l'occasion de lancer la marque pour de vrai, parce qu'il fallait arrêter de faire semblant, il fallait la créer vraiment. Et j'ai présenté donc mes premières collections pendant les Fashion Week à Paris grâce à ce showroom. Voilà les débuts. Alors attends, parce que moi je veux revenir un peu en avant. Je vais trop vite. Parce que j'ai 2 questions qui viennent à moi. C'est que tu as quand même oublié de dire que tu avais fait une école de commerce avant ça. Exact. Ce qui n'était pas forcément tes premières amours. Donc je voudrais en savoir un peu plus là-dessus. Et aussi, ce que je me demandais, c'est est-ce que quand tu étais gamine, tu te rêvais créatrice, tu te rêvais entrepreneur, enfin voilà, comment tu t'imaginais ?
Alors moi, j'ai commencé la couture à 8 ans et ça a été un gros coup de foudre pour moi. C'était en CM1. Je me souviendrai toujours de ce jour où j'ai eu le cours de couture. Et donc, j'ai toujours dit que je serais créatrice de mode plus tard. Le mot styliste, je comprenais pas ce que c'était vraiment parce que je croyais que c'était pour faire travail dans les magazines et je voulais pas être styliste, je voulais être créatrice de vêtements. C'était très clair. Sauf que j'étais dans un univers familial pas du tout fashion. Il y avait beaucoup d'artistes, mais pas du tout liés au monde de la mode. Et en fait, au moment du bac, mes parents ont divorcé. J'ai vu ce que c'était que de se retrouver un peu dépendante de son mari. Et donc là, j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, oulala, moi, je vais faire des études qui vont m'assurer d'être indépendante toute ma vie et de gagner ma vie. Et donc, à ce moment-là, juste avant le bac, je dis, on va faire une école de commerce parce que comme ça, je pourrais travailler dans la mode après. J'assure mes arrières, je gagnerai bien ma vie. Et aussi, parce que j'avais un autre petit péché mignon, c'était les langues. J'adorais apprendre des langues et c'était l'occasion, avec une école de commerce, d'aller vivre à l'étranger, d'apprendre d'autres langues et de découvrir d'autres cultures. J'y vois plus clair. Voilà. Donc, tu disais, tu as fait pas mal de collabs et puis... Par contre, je te coupe, mais j'ai pas raconté pourquoi je suis revenue à la création. C'est qu'en fait, donc j'ai fait 4 ans d'école de commerce et en sortant de là, je voulais travailler dans la mode. Je suis rentrée chez Hermès en achat d'art, donc c'est surtout ce qui est achat des droits d'auteur et gestion de la photographie de mode, en fait, sur le magazine Le Monde d'Hermès. Et donc j'étais trop contente d'être enfin dans le milieu de la mode, mais je me suis rendu compte que c'était super, mais que moi, ce que je voulais, c'était être au studio de création, pas dans les autres départements. Et donc j'ai réussi à m'infiltrer dans le studio de création et à faire un stage pendant 6 mois, du coup, aux côtés de Jean-Paul Gaultier, avant le studio Berceau. Et donc, c'est une première expérience avant de faire mes études. Et là, j'étais convaincue que c'était le métier que je voulais tant faire depuis longtemps et que c'était ça que je voulais développer. Ok, super. Et du coup, tu disais que tu as gagné un prix, c'est Talent, c'est ça? Tu disais, qui a ensuite fait que tu as monté ta marque. C'est le Designer Apartment. Ah, le Designer Apartment. Donc, tu as gagné le Designer Apartment et après? Donc, en fait, le Designer Apartment, ils prennent 10 marques, 10 créateurs émergents, en fait, qu'ils accompagnent pendant plusieurs saisons. Donc, moi, c'était un peu... j'ai lancé la marque parce que j'ai été prise là-dedans. Je savais que je voulais lancer ma marque un jour, mais je ne savais pas du tout à quel moment ça allait être. Et je me suis laissée porter par je gagne un prix ailleurs, je fais des collabs, et ça s'est enchaîné très vite. Et donc, j'ai commencé à présenter mes collections pendant la Fashion Week, on a eu des premiers points de vente à l'étranger. Et en fait, là, je me suis dit, c'est complètement schizophrénique parce qu'il faut que je plaise à l'acheteuse japonaise, à l'acheteuse américaine qui veut des robes de cocktail, celle de Dubaï, elle veut des manches longues et des robes longues. Et j'étais là, mais je fais quoi dans mes collections? C'est trop compliqué. À mon stade de développement en tant que jeune marque, j'avais besoin de me recentrer pour déjà mieux savoir ce que je voulais faire, clarifier ce qu'était ma marque et ce que je voulais raconter et de mieux connaître qui étaient mes clientes, parce que je trouvais ça très frustrant d'envoyer des vêtements au bout du monde sans savoir est-ce que c'est bien coupé, est-ce que ça plaît, qu'est-ce que disent les clientes, est-ce que le fit est bon. Enfin, j'avais besoin d'avoir cet échange que j'avais pas avec le wholesale. Et donc, à ce moment-là, on a décidé de développer des pop-up stores. On a lancé un e-shop. Donc on a fait beaucoup de choses et on était 2, donc c'était beaucoup de travail pour une petite équipe. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit... Il y a un truc qui cloche. De toute façon, tout le monde parle de retail apocalypse. Le wholesale, ça va pas bien. En tant que petite marque, on était là, mais on fait trop de choses en même temps. Il faut qu'on se recadre, qu'on se recentre pour mieux définir qui on est en tant que marque et moi, me recentrer aussi sur la création du produit. Je parle à ma clientèle parisienne, je fais des produits pour moi, pour ma clientèle et du coup, ça m'a permis de recentrer. C'est à ce moment-là qu'on est passé aux capsules mensuelles, c'est-à-dire que je voulais me détacher du rythme de la mode qui était pour moi un peu caduque et c'était du délire de faire des grosses collections à chaque fois, chaque année, d'être obligé de suivre ce rythme et d'essayer d'être en compétition avec cette énorme industrie, avec toutes ces marques. Et j'avais vraiment un besoin de liberté et de me détacher de tout ça et de faire les choses à mon rythme. Et du coup, en passant aux capsules mensuelles, j'avais la liberté de faire le nombre de pièces que je voulais chaque mois et d'avancer à notre rythme en fonction de mes envies, en fonction de nos moyens, en fonction d'être vraiment libre de faire ce que je voulais. Et ça, c'était chouette. Donc, tu as été
Finalement, tu as osé faire quelque chose qui se faisait pas forcément beaucoup à un moment comme ça. Comment on ose ce genre de choses? Ça a été une longue réflexion avant d'oser dire stop. Et en fait, ça a été un moment où c'était le bon moment, c'est que j'étais enceinte aussi. Et donc, j'ai pris 3 mois de congé mat, entre guillemets, où ça m'a permis de lever le pied un petit peu et réfléchir à tout ce que j'ai. Ça faisait des années que je bossais comme une tarée, à la fois à l'école, après dans mes stages. Enfin, je m'étais jamais arrêtée. Et en fait, ce moment-là, ça faisait un moment que je me posais la question et que j'avais envie de fonctionner différemment. Et cette pause-là m'a permis de vraiment me dire, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut profiter de cette pause pour recommencer différemment après le congé mat. Le congé mat qui crée plein de bonnes idées. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui est la femme Coralie Marabel? La femme Coralie Marabel, c'est une femme cultivée, curieuse, qui a un sens du beau, du bon, qui a une grande sensibilité à la culture avec un grand C, qui recherche des pièces originales mais faciles à porter, qui a une vraie conscience. Voilà, qui fait attention à ce qu'elle consomme, qui est en recherche de pièces qui vont la mettre en valeur, qui vont lui donner confiance en elle. Un peu tout ça. Ok. Est-ce qu'elle est féministe la femme Coralie Marabel? Elle est féministe. Je pense que quand on est une femme qui s'impose, on est un peu féministe quand même. Alors, du coup, tu es entrepreneur et là, on parle de ta marque. Ouais. Mais tu es aussi une femme qui a sa vie. Tu es une partenaire. Tu es une maman. Comment tu fais pour tout faire en même temps? C'est assez rempli. Pour moi, déjà, d'être maman, ça m'a changé la vie dans ma gestion du temps. Parce qu'en fait, avant, je ne faisais que travailler. Et quand on n'a que sa boîte, on bosse évidemment à fond, tout le temps, tous les soirs, tous les week-ends, parce que c'est un bébé de développer une marque. Et c'est vrai qu'au début, j'avais du mal à prendre du recul et à avoir des temps de pause, etc. Et en fait, d'avoir un enfant, ça t'oblige d'avoir un cadre beaucoup plus sain. C'est-à-dire que le soir, faut que je rentre à 19h et je peux parfois bosser le soir une fois qu'elle est couchée, mais j'ai pas tout le temps la possibilité. Et le week-end, je suis en famille. Donc déjà, je suis obligée de concentrer mon travail dans les journées de la semaine. Et ça, c'est précieux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je bossais pas moins, mais je bossais mieux. Ça m'a obligée à prioriser, à être mieux organisée. Et là-dessus, je partais de très, très loin. Je n'étais pas du tout organisée. Enfin, j'avais l'impression d'être organisée, mais en fait, je me trompais complètement. Et je ne savais pas prioriser, en fait. Donc, je faisais 1000 trucs en même temps et c'était un joyeux bordel. Alors, tu le disais au moment où tu as présenté ce talk, on a travaillé ensemble. Donc, on se connaît depuis longtemps, mais je suis aussi ta coach. Qu'est-ce que le coaching t'a apporté justement dans cet équilibre, ce savant équilibre pas toujours équilibré? Justement, la première chose sur laquelle on avait travaillé ensemble, c'était que je me sentais débordée. Et en 2 minutes, tu m'as démonté mon truc en me disant « Tu n'es pas débordée, tu penses que tu es débordée. » Et là, je fais « Ah ok, c'est quoi la différence ?» Et en fait, avec Jenny, j'ai appris qu'on pouvait maîtriser nos pensées, qu'en fait, il y avait la différence entre ce qui était vrai et ce qu'on pense de la réalité. Et du coup, on a vachement travaillé là-dessus. Et moi, c'est avec ta méthode qui est hyper efficace. Et moi, je me suis rendu compte que, en fait, cette sensation d'être débordée, d'avoir les épaules lourdes, 1000 trucs à gérer, qu'en fait, c'était juste dans ma tête. Et que je pouvais changer d'état d'esprit et d'avoir la même situation et de me dire, non, je ne suis pas débordée, j'ai juste plein de manières de m'exprimer et de créer aujourd'hui. Ou voilà, c'est du coup de voir les choses de façon hyper excitante, alors qu'avant, c'était un poids et un stress, quoi. Ok. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place? En quoi les choses sont différentes d'avant? Est-ce que tu as des conseils à donner à des femmes qui vivent la même chose, qui ont plein de casquettes et qui ont le sentiment justement d'être débordées et qui n'ont pas l'impression que c'est pas vrai, que c'est juste leur pensée? Des trucs tout bêtes que tu m'as recommandé, mais qui aujourd'hui je peux pas m'en passer, c'est de repasser à l'agenda papier.
et de lister les choses à faire et de les prioriser et de donner un temps nécessaire pour chaque chose et après de le rentrer dans mon agenda et de voir si ça rentre. Et si ça rentre pas, c'est qu'il y a trop de choses. Et ça, je le faisais pas du tout. Donc, je faisais des to-do list énormes qui n'avaient pas d'ordre de priorité. Et puis, je le faisais au fur et à mesure. Et du coup, en fait, j'avançais pas sur le plus important. J'avançais sur tout, mais c'était complètement décousu. Et maintenant, j'ai un agenda papier tenu au carré. Et comme ça, le matin, je me demande pas je fais quoi déjà aujourd'hui. C'est genre, tu obéis à ton agenda, point barre. Et au moins, c'est tu es une bonne élève. J'essaye. Parfois, ça dérape parfois, mais au moins, je sais que et en fait, je sais très bien que quand je tiens pas à mon agenda, j'ai le stress qui remonte tout de suite. Et je sais que si je veux si je veux pas être stressée, c'est qu'il faut que mon agenda il soit carré, c'est-à-dire que toutes les choses que je veux faire, toutes les choses importantes, si elles sont dans mon agenda, je sais que je vais les traiter parce que je les ai prévues. Et si elles sont pas dedans, c'est qu'il y a un souci, quoi. Et du coup, est-ce que ça veut dire que tu as aussi décidé d'arrêter de faire certaines choses ? Oui. Par exemple Je ne saurais pas donner d'exemple là comme ça, mais plein de choses. Enfin, je me suis rendu compte que dans mon quotidien, je pouvais passer parfois du temps sur des choses qui n'étaient pas les plus importantes. Ou, par exemple, moi, j'adore cuisiner, mais c'est vrai qu'à la maison, maintenant, je me suis dit, en ce moment, c'est pas la priorité de faire des recettes de ouf, donc je la joue plus simple et je fais des trucs plus simples. Mais je me dis, c'est des phases de vie où, en fait, j'ai décidé que j'allais pas faire des trucs de ouf en cuisine parce que j'ai pas le temps en ce moment et que je préfère prioriser ma fille et mon taf en ce moment plutôt que. Enfin, c'est des trucs débiles du quotidien où parfois on se fout la pression sur des choses qui finalement, on peut décider que c'est pas grave et puis tout le monde s'en fiche en fait. Et alors, ça me fascine toujours parce que tu es une des personnes que j'ai coachées qui parle le plus du coaching et de l'impact que ça a eu sur toi. Et du coup, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui fait que tu en parles avec autant de liberté ? En fait, moi, ça m'a tellement aidé, tellement changé la vie, mais vraiment, et je t'en remercie pour ça, c'est que je me dis, mais en fait, tout le monde devrait être coaché. Et en fait, il faut peut-être le dire aux gens parce que peut-être qu'ils ne sont pas au courant à quel point ça peut être bénéfique et à quel point ça aide. Et en fait, moi, je trouve que c'est extraordinaire et qu'on devrait être coaché toute la vie et tout le monde, en fait. C'est un outil, ça donne des clés pour être plus heureux, arrêter de se prendre la tête parce que l'être humain est fait qu'on se prend la tête tout le temps sur mille et une choses, des choses importantes, des choses pas importantes et qu'en fait au quotidien on a notre cerveau à gérer et que si on nous a pas appris comment le gérer, c'est compliqué. Et en fait le coaching ça permet de... moi j'ai vraiment le sentiment c'est que dès que j'ai un problème il est débloqué en 5 minutes. Et du coup j'ai envie de partager ça avec tout le monde parce que je trouve ça génial et que tout le monde devrait le faire. On est d'accord. Super raison. Et alors, j'aimerais bien savoir quels conseils tu aimerais donner aux femmes ambitieuses qui nous écoutent, qui sont là et qui nous écoutent aussi sur le podcast et qui ont parfois peur de poursuivre leurs rêves, qui se posent plein de questions, qui doutent, qui y vont, qui freinent, qui avancent mais qui reculent. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Moi, j'ai eu un déclic quand j'ai compris que l'échec était un tremplin. Et en fait, quand on a compris ça, on n'a plus peur d'essayer parce que, en fait, réfléchissez à tous les échecs que vous avez eus dans votre vie. Ils vous ont forcément appris quelque chose et ils vous ont forcément appris à avancer et à être là où vous en êtes aujourd'hui. Et quand on a ça en tête, finalement, ça enlève un peu la pression. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut tester des trucs. Et en fait, si vous vous plantez, c'est pas grave. En fait, c'est pas la fin du monde. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Parce que trop souvent, il y a plein de choses qu'on ne fait pas parce qu'on a peur. Et moi, c'est un mot que je déteste parce qu'en fait, ça bloque. Et au final... c'est dommage parce qu'on passe à côté de choses et souvent ce que je dis à des copines qui n'osent pas faire des trucs, je dis mais on n'a qu'une seule vie et il faut en profiter à fond et autant essayer plein de trucs et se planter 1000 fois, mais au moins on aura essayé et peut-être une fois ça marchera et au moins on aura essayé. Et puis en tant qu'entrepreneuse, la vie d'entrepreneur c'est ça, c'est on se plante tout le temps et on rebondit et on recommence et on fait autrement et c'est assez, c'est comme ça. Et une fois qu'on a compris que c'est normal de se planter, et du coup, c'est comme ça qu'on apprend, on progresse et du coup, ça débloque sur je n'y vais pas parce que j'ai peur. Donc moi, je vous conseillerais si vous avez quelque chose que vous avez envie de faire, mais allez-y parce qu'en fait, vous n'avez rien à perdre.
Et à ne pas le faire, vous allez peut-être plus perdre. Donc c'est dommage. Alors, et j'aimerais ajouter à ça que, en fait, de toute façon, toutes les personnes qui osent faire des choses un peu différentes, un peu nouvelles, bref, qui se lancent dans leur zone d'inconfort, en fait, elles ont forcément peur. C'est-à-dire que personne n'est épargné par la peur, et les gens qui font, c'est pas parce qu'ils n'ont pas peur, c'est juste parce qu'ils se disent, en fait. J'ai peur, mais ça va me coûter plus cher de ne pas le faire parce que je ne saurai jamais, je risque de regretter. Et puis, au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Je vais me planter. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, on mesure rarement le coût de ne pas le faire. Ouais. Ouais, le coût de ne pas y aller. En fait, moi, par exemple, lancer ma marque, j'aurais pu me dire oh, c'est trop dur, est-ce que je vais y arriver? Et imagine, je me plante. Donc, en fait, j'aurais pu jamais lancer ma marque et être frustrée et de travailler dans d'autres maisons pour d'autres gens et de jamais oser le faire. Mais au final, j'aurais été frustrée toute ma vie. Alors qu'aujourd'hui, je ne sais pas si elle va fonctionner, si ça va durer éternellement. Aujourd'hui, je suis encore là et je suis très contente et j'espère que ça va durer encore longtemps. Mais si demain, je me plante, mais j'aurais appris tellement. Donc, ça vaut le coup de continuer. Alors du coup, où est-ce que tu seras dans 10 ans? Qu'est-ce que tu feras? Alors, on aura un énorme flagship. J'espère que vous serez là et qu'on sera encore là et que la marque sera encore là. Et moi, mon objectif, c'est de grandir, de faire une marque, d'essayer de toucher le plus de monde. Mon but, c'est de créer vraiment un vestiaire de statement pieces, de pièces fortes, de pièces créatives, mais qui soient faciles à porter pour vous accompagner dans votre quotidien, pour vous donner ce petit truc qui va faire que vous allez avoir plus de confiance en vous pour oser affronter tout ce que vous aurez dans vos journées. Et voilà, c'est de partager ça avec un certain regard esthétique, une certaine vision de la femme et d'essayer d'accompagner un maximum de femmes dans leur vie. Et voilà, et d'exprimer ma créativité et mon regard sur la mode en même temps. On a hâte de te retrouver dans 10 ans, du coup. Et je dirais que tu accompagnes déjà super bien les femmes. Je porte ce soir un top Coralie Marabelle. Il est hyper confortable et je me sens confiante dedans. Tant mieux. Confiante et féminine. Merci Coralie d'avoir répondu à toutes ces questions. Ravie d'entendre tout ça. Ça fait plaisir, c'est inspirant. À partir de quel moment as-tu ressenti le besoin d'avoir un coach? En fait, c'est quelque chose auquel j'avais pas du tout pensé. Et quand tu es devenue coach, je me suis dit « Ah, c'est intéressant ça ». Parce que moi, je venais d'avoir un bébé, donc je venais de reprendre le boulot, c'était en avril. Toi, en avril, tu me dis je change de vie, je deviens coach. Et moi, c'était un moment où, nouvelle vie, j'ai un enfant à gérer et une boîte à gérer, donc j'ai 2 bébés à gérer. Comment on va faire pour gérer tout ça? Et du coup, j'étais un peu en mode c'est l'aventure. Ça va être challenge. Et en fait, du coup, c'était un super bon timing parce qu'on a commencé à bosser dessus alors que, en fait, j'avais jamais pensé au coaching et je m'étais jamais posé la question. Et du coup, c'est arrivé un super moment où, en fait, vu que je revenais de congé mat, c'était le moment de repartir sur de bonnes bases, fonctionner différemment. C'était un moment où j'étais prête à un peu remettre en cause mon fonctionnement. Et du coup, c'est tombé à pic. Vous étiez dès le début 2 dans la marque. Alors, qui était la deuxième personne et en quoi ça t'a libéré du temps? Alors, au début, on était 2. Maintenant, on est 2,5, 3, 4 selon les périodes. Moi, je m'occupe de toute la partie créa com. Leslie, qui est là, elle s'occupe de toute la partie vraiment marketing, com et gestion de la boutique. Et après, on a quelqu'un qui nous aide sur la partie finance, stratégie plus globale. Et après, on a 1 à 2 stagiaires qui nous aident, une personne sur l'atelier, sur la créa, et une personne sur plus la partie commerciale, communication, etc. Donc, c'est une toute petite équipe. On est tous des couteaux suisses, mais c'est chouette. Quel est ton processus créatif? Comment fais-tu pour créer une collection? Alors, souvent, ça part d'une obsession. Ça peut être juste une image.
Ma collection pour le festival de hier, c'est parti d'une photo de bergers iraniens des années 50 et j'ai bugué dessus. Et du coup, je dis en fait, je vais faire des recherches sur les bergers iraniens et sur les moutons. Et du coup, j'ai développé des textures inspirées de la pollenée du mouton. J'ai fait de l'organza bouclé au fer à friser. Enfin, j'ai parti dans des trucs. C'était vraiment, j'étais obsédée par le mouton et les bergers. C'est drôle. Seydou Keïta, c'est parti de Seydou Keïta, de ses photos. Et je dis là, mais c'est la puissance de ces photos. Et les femmes là-dedans, mais elles sont extraordinaires. Et le défilé, mon but, c'était chouette parce que c'était un de mes défilés préférés parce que mon but, c'était de nous plonger dans les photos de Seydou Keïta, de plonger les gens dans une vraie expérience, dans une vraie atmosphère et que les mannequins, à la fin, se retrouvent dans ce décor et qu'on reproduise en fait le studio photo de Seydou Keïta avec les patchwork noir et blanc qu'on avait fait en fond, avec les filles qui étaient toutes trop belles et les grosses boucles d'oreilles. Enfin, les femmes dans les photos de Seydou Keïta, elles sont d'une puissance. Là, non mais moi, je veux des femmes comme ça. Et elles sont tellement imposantes, tellement fortes, tellement fières d'elles, tellement belles. Enfin, donc tout est parti de là. Après, une fois, je suis partie d'un bouquin, d'un concours que Lévis avait fait en 74, très hippie, où les gens, en fait, c'était un concours de Lévis pour que les gens customisent leurs pièces en denim. Et donc, c'était un concours de crafty où chacun avait brodé, décousu, fait des patchwork. Donc, très hippie 70s. Et c'est un bouquin qui est extraordinaire. Et du coup, j'avais fait toute ma collection SS18 là-dessus. Après, cette année, j'ai beaucoup travaillé à partir de femmes artistes. Donc, chaque capsule, c'était inspiré d'une artiste différente. Là, il y a un t-shirt que j'ai fait en collaboration avec Léa Rochas, Paris, qui est une artiste française. J'avais fait les pièces à rayures de cet été, du mois d'avril. C'était inspiré des travaux de rayures de Louise Bourgeois. Voilà. Le t-shirt d'Ali, c'était inspiré de la maison d'Ali à Cadaqués que j'avais visité. Donc toute la collection, cette collection-là, c'était inspiré de l'univers de Dali, de sa maison. Donc voilà, c'est à chaque fois, il y a toujours un point de départ, une obsession. Ça peut être un artiste, ça peut être une photo, ça peut être un voyage, ça peut être vraiment... mais c'est vraiment un truc où je bug dessus et... Du coup, c'est le début, c'est un fil conducteur. Je m'invente une histoire et voilà, les bergers iraniens, c'était... j'étais dans mon trip, je voyageais en Iran sans y être. J'ai même fait faire développer des chapeaux en Iran. Et j'ai trouvé un copain qui allait en Iran, qui m'a ramené les chapeaux. Enfin, j'étais à fond dans mon trip. J'aimerais trop y aller, mais à l'époque, je n'avais pas les moyens. C'était le rush. J'avais 2 mois pour faire une collection pour le festival de hier. Si tu veux, j'étais en mode, j'ai une idée, il faut que je trouve quelqu'un qui va en Iran. Et la question n'était pas du tout, est-ce que j'ai le temps d'aller en Iran? Mais j'aimerais bien y aller maintenant. Quelles sont les femmes qui t'inspirent dans la mode ? Beaucoup. Quand j'étais plus jeune, c'était toutes les femmes qui avaient créé leur marque, de Coco Chanel, Jeanne Lanvin, toutes ces femmes qui, quand on les replace dans leur contexte, qui avaient osé être entrepreneuses, qui avaient osé créer leur marque et créer un vestiaire qui finalement était beaucoup plus adapté et beaucoup plus confortable et beaucoup plus à l'écoute de la femme et de ses besoins que ce qui était proposé par les hommes. Donc... il n'y avait pas une femme en particulier, mais vraiment toutes les femmes qui ont osé, si tu veux, à leur époque, lancer leur marque et s'exprimer et créer un nouveau vestiaire. Et aujourd'hui, quelles sont les femmes qui t'inspirent ? Vous déjà. Non, mais je le dis parce que c'est important, parce qu'en fait, quand on a ouvert la boutique ici, moi, ça m'a fait énormément de bien de voir les nanas essayer mes vêtements, voir sur différentes morphologies, voir comment elles le portent, voir ce qu'elles en pensent, me faire sur des pièces que j'ai créées, ça c'est hyper confortable, ça moins, et du coup ça m'aide et ça m'inspire énormément, c'est que du coup ça m'aide à penser le vêtement différemment, c'est-à-dire qu'au début quand tu es créateur et jeune designer, tu as juste envie de faire des pièces ultra créatives pour exprimer ta créativité, alors qu'en fait un vêtement c'est fait pour nous accompagner tous les jours, et donc cette notion de je suis à l'aise, je suis confortable, elle
est hyper importante. Et du coup, je l'ai amenée de plus en plus dans mes vêtements. C'est pour ça qu'on a créé des pièces en maille, en jersey qu'on n'avait pas du tout au début, alors qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Et toutes ici, on porte toutes de la maille ou du jersey en haut, parce que voilà, c'est 10 fois plus confortable. Donc en fait, ça, moi, ça m'aide énormément. Et ce contact avec la cliente, je trouve ça hyper inspirant et hyper enrichissant. Et après, au-delà de ça, moi, je m'inspire de toutes les femmes qui sont engagées, toutes les femmes, les femmes artistes, les femmes féministes, toutes les femmes qui osent prendre la parole, qui osent casser les conventions et qui essayent de faire un peu avancer le monde. Comment as-tu pris la décision d'entreprendre ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur et quels sont les changements que ça a provoqué dans ta vie ? Est-ce que les gens t'ont soutenu ? Alors en fait, moi, il n'y a pas eu vraiment de prise de décision parce que ça s'est un peu fait au fur et à mesure tout seul. Parce qu'après hier, j'ai commencé à faire des freelances, après des collabs. Et après, j'ai été prise dans ce showroom du Designer Apartment qui du coup, j'ai dit là, bon, en fait, il faut arrêter de faire semblant, il faut que je crée la marque vraiment. Parce que la Redoute, je disais que j'avais une marque, mais je n'avais pas de marque. C'était juste mon nom que j'utilisais. Et du coup, ça s'est fait un peu tout seul. Il n'y a pas eu de changement radical dans ma vie. Par contre, il y a des gens à qui j'ai dit ça y est, maintenant je lance ma marque et qui m'ont dit c'est une énorme connerie, fais pas ça. Ma famille, ils m'ont soutenue. Globalement, mes proches, ils m'ont soutenue. Mais des gens de l'industrie qui m'ont dit c'est une énorme connerie, tu te rends pas compte. Sur le coup, j'étais hyper choquée que certaines personnes osent dire ça. Maintenant, je comprends, vu le challenge de quand on lance sa marque, on se rend mais pas du tout compte de la montagne que c'est, de tous les trucs auxquels on n'a pas pensé qu'il va falloir gérer. Donc, je comprends ceux qui me disent c'est une connerie, t'es folle. Mais en fait, c'était aussi une connerie de me le dire parce que quand c'est quelque chose auquel on croit vraiment et dont on a envie, il faut y aller. Et en effet, j'ai eu plein de surprises. En effet, il y a eu plein de choses que je n'avais pas du tout imaginées que j'allais devoir gérer en créant une entreprise et une marque. Mais en fait, moi, j'adore, je m'éclate. Et pour moi, j'ai l'impression d'avoir le meilleur job du monde. Donc en fait, j'ai bien fait de ne pas l'écouter et de me lancer. Et en fait, ce qui est important, c'est de s'écouter soi-même parce qu'il y aura toujours des gens qui auront peur pour vous. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire « Non, mais tu risques de... est-ce que tu crois que ça va marcher ? Est-ce que tu vas gagner ta vie ?» Et enfin, il y a mille raisons pour te dire « N'y va pas, tu peux te planter. » Mais en fait, il y a 1000 raisons aussi pour que ça marche. Et du coup, il faut se fier à soi-même et vraiment s'écouter. Et justement, c'est ce que m'avait dit... Jean-Paul Gaultier, une fois, je lui avais demandé un petit conseil parce que je lui ai demandé, je faisais un concours à l'époque et il m'avait dit une chose à te dire, n'écoute que toi. Tu auras toujours des gens qui vont te partager leur peur et qui vont te mettre des bâtons dans les roues et qui vont t'empêcher de réaliser ton rêve. Et surtout, fonce et écoute ce que tu as envie de faire. Et finalement, c'était un bon conseil. J'ai cru comprendre que vous aviez une méthode de coaching, c'est bien ça ? Alors, j'ai pas mis au point une méthode de coaching dans le sens où je dirais que j'ai rien inventé. En fait, moi, je suis certifiée d'une école de coaching américaine qui s'appelle The Life Coach School. Et donc, c'est notamment ces outils en grande partie que j'utilise et que je mixe à plein d'autres choses qui m'inspirent et que j'utilise au quotidien. Mais notamment, je pense que l'enseignement, le plus important et qui est issu de la psychologie cognitive et de l'étude du cerveau et du fonctionnement du corps, c'est que nos pensées créent notre réalité. Alors, comment ça se manifeste ? On est dans une situation comme là, par exemple, nous sommes ensemble dans un magasin avec des vêtements, deux personnes qui parlent avec un micro à la main. Ça, c'est la situation. Et quand on vit une situation, notre cerveau l'interprète. C'est son job. Et donc, chacune d'entre nous, dans cette pièce, a différentes pensées vis-à-vis de ce qui est en train de se passer, là, de se produire. Et la pensée que vous avez, elle génère en vous une émotion, un ressenti physique, en fait, une sensation dans le corps. Et ces émotions-là sont... cette émotion, en fait, est le déclencheur des actions que vous prenez. Par exemple, vous venez de poser une question. Donc, fort est à parier que vous vous sentez plutôt en confiance dans cet environnement. Et donc, peut-être que vous avez une pensée positive au sujet de cette situation. Et toutes les actions qu'on prend
en fait, crée l'expérience qu'on vit et crée le résultat qu'on a dans la vie. Donc voilà, ça c'est l'enseignement majeur. Et donc ces 5 points d'entrée qui sont la situation, les pensées, les émotions, les actions et les résultats sont des choses sur lesquelles on travaille dans le coaching. Est-ce que ça veut dire que parce qu'on pense les choses, elles se produisent ? Parce qu'en fait, si c'est le cas, ça peut facilement remettre en cause notre confiance en nous, parce qu'on peut se dire que puisque c'est arrivé, c'est parce qu'on a un peu trop stressé. Alors, je pense qu'effectivement, il faut faire attention à ne pas tomber dans cette peur, justement. Donc, on a environ 65 000 pensées par jour. Donc, ça, c'est pour vous donner une idée. Et on ne peut absolument pas contrôler tout ce qu'on pense. Et donc, ces pensées, si on prend... on pourrait dire qu'en règle générale, 50% sont positives et 50% sont négatives. Et le but dans la vie, c'est pas d'avoir 100% des pensées positives. Donc, effectivement, chaque chose que vous pensez va créer dans votre vie des résultats. Et donc, oui, on peut dire qu'il y a des pensées autoréalisatrices, mais c'est-à-dire que quand on pense souvent à quelque chose et du coup, ça génère en nous des émotions, on va avoir tendance à prendre certaines actions. Et si on pense souvent la même chose, on répète les mêmes actions. Et donc, on donne toujours lieu aux mêmes résultats. Donc, en quelque sorte, les pensées sont autoréalisatrices. Mais ça ne veut pas dire que si on pense quelque chose de négatif, on est foutu. Soyons clairs. Donc, il faut aussi savoir accepter que la vie, c'est aussi un tas d'émotions inconfortables et que ça fait partie de l'aventure. Mais savoir les accueillir, savoir les vivre et ne pas en faire un drame, ça rend l'expérience de vie tout simplement plus agréable et ça permet de profiter du chemin. Est-ce que le modèle dont vous parlez, les 5 points d'entrée, s'appliquent à toutes les situations ? Ma psy m'a dit que les 5 points dont vous parlez sont l'inverse de la psychanalyse, c'est-à-dire l'inverse de la compréhension profonde de nos pensées et de leur acceptation. Alors, est-ce que c'est vraiment ça ? Je pense que le modèle, il marche sur tout, mais en fait, là où on se trompe et qui finalement, je rejoins un peu le commentaire de votre psy, c'est que le but du modèle, il n'est pas de changer à tout prix tout ce qu'on pense. Le but, il est de comprendre et de gagner en conscience sur comment notre façon de voir le monde influence notre expérience du monde. Et cette prise de conscience-là, sans rien changer, juste simplement le fait d'observer, et donc de s'intéresser à ce qui se passe et pourquoi on pense comme ça, etc., ce que ça produit, juste cette prise de recul-là, elle permet déjà d'avoir une expérience différente dans le monde, avant même d'aller chercher un changement de pensée. Effectivement, sur certains sujets, c'est bien d'aller s'interroger comment on pourrait aborder les choses différemment, mais il y a aussi beaucoup de sujets sur lesquels on n'est pas du tout prêt à le faire. Que c'est encore trop dur, trop présent. Et dans ces cas-là, l'idée, c'est pas de changer quelque chose auquel on croit fermement. L'idée, c'est simplement de voir que c'est une croyance, c'est une façon de voir le monde, et qu'il existe plein d'autres façons de voir le monde, et qu'elles nous seront peut-être accessibles un jour, mais que simplement, aujourd'hui, on en est là, et c'est pas nécessairement dramatique, mais c'est ce qui est. Vous êtes manager ou dirigeante et souhaitez franchir une étape décisive dans votre carrière et trouver votre équilibre ? Je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois pour des femmes ambitieuses et motivées qui veulent changer les choses pour elles, aller plus loin dans leur développement professionnel, tout en retrouvant le goût du plaisir et un équilibre de vie. Si vous vous reconnaissez et que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie, et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site coachhappy.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ».